comme par hasard, il a commencé à parler de Bouddha et de Jésus. Mais sous la lumière du même enseignement. Il n'y avait plus le christianisme, tu vois, et le bouddhisme. Il y avait le langage universel. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast de Sagesse essénienne. Je me présente, je m'appelle Philippe Eliphaz Gabriel. Je suis à la base bibliothécaire indépendant, spécialisé en philosophie et religion ancienne ainsi qu'en histoire de la tradition essénienne. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous recevons un invité tout particulier. Il s'agit d'un prêtre dans notre communauté depuis maintenant bientôt 10 ans, d'un enseignant, d'un initié de notre tradition. Bonjour Martiliano. Bonjour Philippe et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Martiliano, avant d'aller plus loin dans l'interview, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter aux gens qui nous écoutent qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Je m'appelle Marcelliano, je suis italien d'origine et je suis aujourd'hui prêtre et enseignant dans la nation essénienne. Actuellement, je vis dans le jardin de la Lumière, qui est le village essénien sur les terres du Panama. Je suis boulanger et pizzaiolo, bien sûr, pour garder la bonne tradition italienne. J'ai une petite entreprise ici dans le village qui me permet de gérer ma vie matérielle. Du coup, je fais du pain, je fais de la pâtisserie, je fais des pizzas. Et en même temps, je travaille pour le développement et répandre l'enseignement essénien sur les terres d'Italie à travers un projet qui s'appelle Terra Essenia, qui est constitué d'un site internet qui s'appelle esseni.org et une chaîne YouTube à travers laquelle je propose des vidéos, des échanges pour justement répondre l'enseignement en Italie. Et cette chaîne YouTube s'appelle Terra Essenia. Elle porte le même nom que le projet. Marciliano, depuis quand est-ce que tu es essénien et qu'est-ce qui t'a attiré vers cette tradition? J'ai envie de répondre à cette question avec une réponse que j'ai donnée justement sur la chaîne YouTube d'une personne qui m'a posé la question: est-ce qu'on est essénien ou est-ce qu'on devient des Esséniens? Je dis ça pour répondre à la question parce que quelque part, moi, je dis de moi-même que je sais d'être essénien depuis toujours. Je porte en moi, depuis que j'étais petit, comme une certaine conscience qui m'a toujours montré que je suis une âme sur la terre. Et alors, à cette personne-là, j'ai répondu en disant qu'on est, étant qu'essénien, en potentiel. Ça veut dire que l'essénien, pour moi, vient sur la terre en portant avec lui le souvenir, une mémoire d'une tradition vivante, mais qu'on peut regarder comme une graine qui est à l'intérieur de lui. Du coup, oui, on est essénien. Par contre, la vie nous demande, étant donné que la vie sur la terre est une école, si tu es essénien, elle te demande de devenir un essénien. Ça veut dire que cette graine-là, qui est enfouie à l'intérieur de toi, elle a besoin d'un chemin, elle a besoin de certains éléments pour pouvoir épanouir et arriver à l'accomplissement de sa mission, de son but sur la terre. Alors cela, pour moi, ça se fait à travers un chemin, comme celui qui est proposé aujourd'hui dans la nation essénienne, qu'on l'appelle un chemin initiatique. Et dans ce sens-là, pour répondre à la question, je dirais du coup que je sais d'être essénien depuis toujours, mais que je suis essénien sur un chemin initiatique, notamment dans la nation essénienne. Ça fait depuis 2013, du coup, au jour d'aujourd'hui, ça va faire environ 14 ans. D'accord. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette tradition? Je dirais, pour continuer sur la suite de ce que je viens de dire, l'âme de la tradition elle-même. C'est comme si l'essénien, qui est un état de conscience, ce n'est pas de se dire essénien pour limiter. En fait, l'essénien, quelque part, n'a pas de frontières
dans l'état de conscience, dans l'état d'être des Esséniens, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Et du coup, les Esséniens ont toujours existé partout dans le monde, dans toutes les cultures. Et c'est un lien d'âme, c'est comme une mémoire de vie qui nous rappelle de vie en vie. Et pour moi, c'est comme une sorte d'aimant qui était vivant à l'intérieur de moi. La tradition s'est manifestée à travers Olivier Manitara, qui a été le père fondateur de la nation essénienne. Et j'étais aimanté par cette présence de la flamme de la tradition qui a été réallumée et qui m'a appelé à elle. Puis, donc, tantôt, tu disais que tu venais d'Italie. D'où viens-tu exactement et quel a été ton parcours avant de marcher sur ce chemin initiatique? Je suis né et j'ai grandi dans le nord de l'Italie, dans la région de Venise, entouré par des montagnes, par la nature, un endroit que j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai grandi dans le bois, en contact avec la nature. Et par contre, c'est vrai que mon premier élan, c'était la musique. Et du coup, depuis petit, je commençais à étudier la musique. Je fais de la trompette jusqu'à faire le conservatoire. Du coup, à la base, je suis diplômé en trompette au conservatoire en Italie. Et je fais la vie de musicien jusqu'à arriver à l'âge d'environ 25-26 ans. Mais j'ai vite fait compris que ce genre de vie n'était pas vraiment la vie que je voulais vivre quelque part. Parce que voilà, tout le monde connaît la vie de l'artiste, du musicien. On vit la nuit. Des fois, voilà, c'est une vie un peu mouvementée, on peut dire ça. En fait, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a montré que ce n'était pas ça ce dont j'avais besoin, mais que je cherchais quelque chose qui pouvait m'amener vers un état de l'être, une compréhension de l'être que je suis plus grande. Et c'est là que j'ai commencé un chemin spirituel. Et suite à cette expérience que je fais, qui m'a amené vers la découverte et le besoin de chercher spirituellement, de trouver un chemin spirituel, j'ai commencé à voyager. J'étais en Amérique du Sud, notamment au Brésil, j'ai voyagé au Pérou, en Bolivie, en Argentine, j'étais en Inde. Et maintenant, je peux dire que ce besoin de voyager à l'extérieur, c'était juste le reflet d'un voyage que j'avais commencé et enclenché à l'intérieur de moi, qui voulait m'amener vers quelque chose. J'ai cherché quelque chose à travers le voyage. C'était une très belle époque de ma vie parce que ça m'a donné la possibilité de vivre de très belles expériences. Après, c'est connu que le voyage ouvre l'esprit et je peux le confirmer. Ça m'a vraiment beaucoup changé. Jusqu'à ce qu'en Inde, quand j'étais en Inde, j'ai rencontré la tradition tibétaine, du bouddhisme tibétain, à travers une communauté qui vit à Serrajé, ça s'appelle, c'est dans le sud de l'Inde. Et là, il y a eu quelque chose qui m'a approché au bouddhisme, à l'enseignement bouddhiste. Et ce lien-là s'était fait à travers la tradition des moines tibétains. Le voyage termine comme ça. Je rentre en Italie avec cette envie d'étudier, d'approfondir le chemin bouddhiste. Et une amie de l'époque me dit, mais si tu veux, ici en Italie, il y a une communauté bouddhiste où tu peux aller étant que bénévole et en échange d'être nourri et logé. Je n'y ai pas pensé 2 fois. J'ai pris ma valise. Encore une fois, je suis parti à la découverte de ce centre. Je suis arrivé là-bas et c'est vrai que j'ai eu accès aux enseignements bouddhistes des lamas tibétains. Pendant ces 4 ans que j'ai vécu dans ce centre bouddhiste, j'ai pu surtout, je dirais, pratiquer la méditation. Du coup, la posture assise, la connaissance de soi à l'intérieur, de savoir se scanner à l'intérieur, de se regarder, de comment faire face à certains événements qui se passent dans la vie. Et ça m'a amené une vision différente de la vie, un état de conscience, une discipline en même temps, que ça m'a fait vraiment du bien parce que s'il y a une chose que le bouddhisme m'a donnée, c'est vraiment cette capacité même de rester assis pendant 1 heure sans bouger avec le corps. Et ça amène naturellement une concentration intérieure qui amène un certain détachement du corps pour entrer dans des sphères plus profondes de l'être qu'on est.
Et après ces 4 ans, il s'est passé quelque chose dans ma vie et à travers laquelle j'ai découvert les Esséniens finalement. J'ai découvert l'enseignement essénien. J'ai participé à une première ronde des archanges qui était célébrée en Italie en 2013. Et c'est comme cela que je suis rentré après, sur le chemin des Esséniens et de l'initiation essénienne. OK, et donc, comment t'en es venu à découvrir l'enseignement essénien? Est-ce qu'il y a un événement particulier, une expérience qui t'a amené vers ça? J'étais justement dans ce centre bouddhiste et il y a un ami qui vient avec un livre. Il m'a offert un livre, c'était un cadeau, qui parlait de Jésus l'essénien. Parenthèse, depuis toujours, de la tradition essénienne, s'il y a 2 maîtres auxquels je me suis toujours senti particulièrement relié, ce sont Jésus et Bouddha. Parce que pour moi, Bouddha amène cette conscience d'une vie intérieure, d'une vie posée dans le grand calme. Et Jésus amène plutôt une conscience de l'existence d'une intelligence supérieure. Et du coup, jusqu'à ce moment-là, j'avais eu une expérience proche de ce que moi je sentais par rapport au bouddhisme à travers ce chemin qui m'avait été proposé dans le courant tibétain, on va dire. Mais à un bout d'un moment, je sentais le besoin de reconnaître dans ma vie qu'il n'y a pas que nous, notre vie intérieure et tout ça, mais qu'il y a une intelligence supérieure. Parce que j'ai toujours eu conscience depuis petit qu'il existe quelque chose de plus grand, une intelligence qui nous guide, une intelligence qui prend soin de nous. Et ça, je le cherchais chez Jésus, dans le christianisme. Mais le christianisme, comme il est proposé aujourd'hui, ça ne résonne pas vraiment par rapport à ce que moi, antérieurement, je cherchais. Du coup, quand je me suis trouvé face à ce livre qui parlait de Jésus l'essénien, d'un écrivain indien, le mot essénien, comme je l'ai vu et prononcé, ça m'a tout de suite éveillé justement cet aimant dont je parlais tout à l'heure, qui m'a aimanté quelque part la tradition. C'est comme une mémoire, en voyant le mot essénien, c'est une mémoire qui en moi s'est réveillée et qui a fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, j'ai cherché sur Internet pour voir si au jour d'aujourd'hui il y avait des communautés, je ne sais pas, des enseignements qui perpétuaient quelque part la tradition essénienne. Jusqu'à ce que je suis arrivé sur la nation essénienne, et c'était le 2013, quelques mois avant, que pour la première fois en Italie, il y ait la célébration de l'archange Michael, faite en présentiel avec la présence du coup d'Olivier Manitara. Et c'est là que j'ai décidé de m'inscrire à cette célébration, d'y aller. Et c'est là que j'ai découvert ce que pour moi était, est et sera, j'ai envie de dire, le trésor que je cherchais et que je chercherai toujours de vie en vie. C'est drôle comment quand on écoute le témoignage des différents Esséniens, souvent il y a des éléments qui reviennent. C'est pareil pour moi, quand j'ai entendu la première fois le mot Essénien, ça a résonné dans tout mon être. Je me souviens avoir demandé, mais c'est quoi les Esséniens? Puis la personne me répond, les Esséniens, Jésus, Bouddha, Mahomet, c'était des Esséniens. Puis tout de suite, il y avait quelque chose en moi qui voulait rencontrer les Esséniens. Pour moi, c'était la première fois que j'en entendais parler, mais ça résonnait comme une évidence en moi. Puis pareillement, quand j'ai rencontré après ça les Esséniens, j'étais à la première ronde des archanges. Pour moi, personnellement en tout cas, ça m'apparaissait vraiment comme une évidence. Tu as utilisé le mot qui pour moi est le mot-clé. Quand la tradition arrive à te toucher de l'intérieur, si c'est ta destinée, parce que ce n'est pas la seule tradition, il y a plusieurs traditions sur la Terre et chaque tradition a sa fonction, bien sûr. Mais quand la tradition de la lumière t'appelle à toi, ça devient évident. Tu as utilisé vraiment le mot-clé, c'est une évidence. C'est une évidence. Et ça éveille ça et tu sens, il y a comme un sens d'appartenance, mais qui est sain, tu le sens, et qui commence à faire en sorte que tout ton être vibre en fait, entre en vibration avec ce qui est transmis, avec ce qui est dit. Pour moi, c'est vraiment un retour à la mémoire d'une connaissance qu'on porte déjà à l'intérieur de nous. Et là, c'est juste comme un peu
C'est comme si on va la dépoussiérer et elle ressort et nous parle instantanément parce qu'on la connaît, elle est là, à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui était l'élément décisif qui a fait que tu t'es engagé donc, sur ce chemin-là quand tu étais pour la première fois à Ronde des Archanges? La vie. La vie. Le côté vivant. C'est pas facile à expliquer parce que tu ne peux pas expliquer ce qui est inexplicable, qu'on peut l'appeler vie, le vivant. Mais justement, comme je partageais tout à l'heure, c'était comme une évidence quand Olivier Manitara, je me rappelle très bien, ça restera à vie cette mémoire, le matin qu'il a commencé à donner la conférence, que pour moi c'était la première conférence à laquelle j'ai assisté, comme par hasard, il a commencé à parler de Bouddha et de Jésus. Mais sous la lumière du même enseignement. Il n'y avait plus le christianisme, tu vois, et le bouddhisme. Il y avait le langage universel. C'était la première fois dans ma vie que j'écoutais un enseignement qui mettait ensemble ces deux maîtres, qui pour moi c'était un peu les maîtres principaux qui plus me parlent, mais sous vraiment sous la lumière du même enseignement. Et cela, ça crée une résonance à l'intérieur de moi, ça crée comme une vibration de vie, moi je la définis comme ça, où je me suis senti vivant de l'intérieur et je me suis dit, c'est ça que je cherchais, c'est ce langage-là. Pas dans les paroles, parce que les paroles, ça reste des apparences, quelque part c'est l'extérieur, mais dans ce qui était derrière les paroles. Et c'est ça que je reconnais encore aujourd'hui chez les Esséniens, la nation essénienne, qui pour moi ça a été toujours l'élément déclencheur, c'est que ça parle à l'intérieur et tu sens que c'est la vie qui parle, c'est vivant. Comme par hasard, hein, que tu dis ta première conférence, il parle de Jésus, de Bouddha, comme par hasard. C'était l'expérience de plusieurs Esséniens. Olivier Manitara, il a été un maître. Pour moi, il était le maître. Il était mon guide. Il est encore là, quelque part, je le porte. Il a laissé un corps d'enseignement, un corps de transmission de l'enseignement qui, pour moi, c'est une évidence, il est là. Et un maître, il a cette capacité de parler dans l'intime des disciples. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai eu les retours de frères et sœurs qui disaient « Ah, il m'a donné une réponse. J'avais une question, un questionnement à l'intérieur de moi. » Et là, avec une phrase, un mot, il a répondu à ma question. Ça reste dans les capacités, effectivement, je pense, qu'il y a un maître de répondre aux besoins de ses élèves qui sont là et de ceux qui sont prêts à entendre ce qu'il doit dire. Du coup, oui, c'est très probable que cet exemple qu'il a amené à ce moment-là de Jésus et Bouddha, pourquoi pas, il était pour moi, parce que j'étais à la recherche de ça et il m'a donné la réponse claire.